Plaisir de vous présenter Capucine Zgraja, normalienne de la rue d'Ulm, agrégée et doctorante, avec le grand plaisir que ce soit sous ma direction, sur la constitution du genre des voyages imaginaires entre le XVIe et XVIIIe siècle. C'est immense. Jean-Michel Racot avait fait sa thèse d'État sur le genre des utopies, et elle va donc mener à bien, et j'ai lu beaucoup de pages qui sont très très prometteuse, cette étude sur le genre du voyage imaginaire. Après un contrat doctoral à Aix-Marseille Université, elle est maintenant attachée temporaire d'enseignement et de recherche à la Sorbonne Nouvelle. Et elle est venue donc pour cette occasion exprès pour participer à nos études du groupe CRLV à Aix-Marseille Université. Et elle me propose donc de vous parler de la Prusse à Tahiti, enfin d'aller de la Prusse à Tahiti, voyager pour réinventer le monde. Oui, exactement. Je vais vous parler d'une autrice qui est assez méconnue. Je sais pas, peut-être que parmi vous, certains auraient entendu parler d'elle, qui s'appelle donc Joséphine de Montbard, qui est une autrice du XVIIIe. Donc on reste toujours dans le même siècle. Voilà, on est très ancien régime ici, c'est vrai. Donc, et comme c'est une autrice méconnue, je vais commencer par vous la présenter. Donc on a assez peu de détails sur la vie de Joséphine de Montbard et j'utilise ici la biographie de Laure Marcellesi, qui elle-même s'appuie sur les travaux d'Albert Béguin et également de l'article donc, au nom de Joséphine de Montbard dans le fameux dictionnaire des femmes des Lumières. Donc cette Joséphine qui est en fait née Marie-Joseph Pérénite de Lesquin à Paris à la fin des années 1750. Joséphine grandit dans une petite famille de noblesse du Languedoc. Donc elle déménage de Paris au Languedoc. Et après avoir reçu ce qu'on estime être une solide éducation de sa mère, elle va terminer ses études et son enfance au couvent. À sa sortie du couvent en 1774 ou 1775, elle va refuser, donc elle aurait 16 ou 17 ans, elle va refuser le mariage prévu par sa famille et s'enfuir en Prusse avec un parent plus âgé, Louis de Montbard, qui deviendra donc son époux. Le couple vit d'abord à Breslau jusqu'en 1779, puis à Potsdam pendant 1 an, avant de s'installer à Schottland. Ils ont 2 fils qui deviendront tous 2 officiers dans l'armée prussienne. Et c'est de cette époque, donc de ce premier mariage, je vous parlerai ensuite du second, que va dater toute sa production littéraire. Ensuite, elle n'écrira plus. Enfin, en tout cas, elle ne publiera plus. Et elle se place directement, durant cette période littéraire, sous le patronage de Frédéric II de Prusse et de sa cour. Elle va revendiquer dans ces différentes œuvres directement donc, l'influence de Rousseau, de Sévigné, de Lafayette ou encore de Graffini. Donc, comme je vous disais, la carrière littéraire de Montbard, elle est assez réduite puisqu'elle dure une petite dizaine d'années durant son premier mariage, qui va être annulé. Elle va obtenir le divorce en 1785. À ce moment-là, elle va envisager de rentrer en France. Mais finalement, elle va rencontrer un autre homme, un officier de l'armée prussienne, Hans Joachim, alors là je ne sais pas comment il prononce en Allemagne, Friedrich von Sydow. Et de cette deuxième union naissent un fils et une fille. Et après une dizaine d'années, là encore le mariage va mal se terminer puisqu'elle va décider de se séparer de son second époux et d'élever seule sa fille dans un de ses domaines à la campagne. Et à ce moment-là, elle va trouver dans l'œuvre de l'écrivain Jean-Paul Richter une affinité, une stimulation intellectuelle nouvelle. Il commence alors une correspondance passionnée et très riche. Montbard finalement divorcera officiellement, donc après la séparation au moins de corps, en 1803, et elle finira par s'installer en 1811 au départ de sa fille, après le mariage de sa fille, à Berlin. Et elle y mourra en 1829. Voilà, vous avez la courte biographie, les quelques éléments biographiques qu'on peut avoir sur la vie de Joséphine de Montbard. Et maintenant, parlons un petit peu de son œuvre, qui est, pour quelqu'un qui a écrit dans une période relativement courte, assez riche finalement. Alors il faut savoir que du fait de son voyage, de son exil, elle publie en Prusse. Et certaines de ses œuvres sont republiées en France, mais pas toutes. Et en tout cas, toute son œuvre littéraire sera écrite en français. En 1776, elle va publier son premier ouvrage, intitulé Les loisirs d'une jeune dame, qui est un mélange de pièces brèves
Et il y a dans ce mélange un récit qui va m'intéresser pour cette communication, qui est donc son voyage, le récit de son voyage en Prusse, où avec humour, elle décrit les paysages et les villes traversées, non sans interroger les mœurs des Français et des Prussiens. Ensuite, en 1777 et 1781, elle va publier 2 traités d'éducation à destination des jeunes filles. Donc Sophie ou de l'éducation des filles, puis de l'éducation d'une princesse. En 1779, elle va publier encore un mélange, intitulé cette fois Mélange de littérature, dont certaines pièces contiennent déjà le style de son roman épistolaire, le dernier, celui aussi qui va nous occuper aujourd'hui, Les Lettres tahitiennes, publiées en 1784. Donc, les Lettres tahitiennes, je vais vous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit, mais pour faire très bref d'abord, c'est donc un voyage fictif, un roman épistolaire à la manière des Lettres persanes de Montesquieu et des Lettres d'une péruvienne de Graffini. Ma communication, comme je viens de vous le dire, portera donc sur 2 ouvrages, les 2 voyages en fait de Joséphine de Montbard, son voyage réel, qu'elle intitule Mon voyage dans sa première parution, puis son voyage imaginaire, Les Lettres tahitiennes, sa dernière œuvre. Et tout simplement, il s'agira de se demander en quoi le voyage, imaginaire ou réel, permet à Joséphine de Montbard de repenser l'ordre social, moral et sexuel. Pour ce qui est du plan de ma communication, assez simplement, je vais d'abord parler, alors peut-être assez simplement et du coup aussi de manière anachronique, ou en tout cas je vais renverser la chronologie, puisque je vais commencer par vous présenter les Lettres tahitiennes, donc son dernier ouvrage, et ensuite je vous parlerai de son voyage en Prusse. Pourquoi je fais cette inversion? Parce que l'ouvrage le plus, alors si on peut parler de célèbre, je ne sais pas, mais le plus connu de Joséphine de Montbard, il s'agit bien sûr des Lettres tahitiennes. Et c'est également l'ouvrage le plus construit, le plus poussé. Son voyage en Prusse, mon voyage, c'est vraiment quelques pages, c'est assez court. Donc finalement, je préférais mettre l'accent sur les Lettres tahitiennes pour cette communication. Donc, les Lettres tahitiennes, qui paraissent en 1776. On va travailler sur la première édition, puisqu'il y a une deuxième édition en 1784. Donc, qui paraissent en 1776. Ces lettres utilisent le cadre philosophique et géographique nouveau qu'est Tahiti, pour proposer de nouvelles lettres, comme je vous l'ai dit, à la manière de Montesquieu et de Graffini. Et donc cet ouvrage paraît en Prusse, mais également à Bruxelles et à Paris. Donc c'est une œuvre qui a circulé en France à la fin du XVIIIe siècle. Dans la deuxième édition, celle de 1784, ces lettres sont d'ailleurs sous-titrées. Alors c'est sûrement une stratégie plus éditoriale qu'octoriale, suite aux lettres d'une péruvienne, pour faire référence directement aux fameuses lettres de Madame de Graffini. Mais en vérité, le sous-titre, il est trompeur, puisqu'il ne s'agit absolument pas d'une suite des aventures de Zilia, des lettres d'une péruvienne. Il s'agit des mésaventures d'une jeune femme, d'une tahitienne, qui s'appelle Zilia. Alors, certes, le nom est proche, mais ce sont bien 2 personnages différents. Zilia et Zulika ont bien sûr de nombreux points communs. Elles sont femmes, elles voyagent et elles arrivent dans une France qu'elles ne connaissent pas, donc dont elles maîtrisent à peine la langue. Alors, surtout pour Zulika, mais c'est tout de même le cas aussi pour Zilia. On peut faire également de nombreux rapprochements entre les lettres tahitiennes et les lettres péruviennes d'un point de vue thématique, notamment en ce qui concerne la réalité coloniale et les critiques de la condition féminine au XVIIIe siècle. Et bien sûr, avec ce fameux emploi du regard étranger, à la fois crédule et critique. Et aussi, je rajoute le « et », la mise donc ici en place d'une intrigue sentimentale, puisqu'on est dans un roman, en fait, comme donc La Voix de la nature de Roumier Robert, c'est tout à fait un roman sensible et sentimental ici. On en reparlera, mais il y a quand même un déplacement entre les lettres tahitiennes et les lettres persanes de Montesquieu sur ce plan-là, qui est très important. Dans donc, le roman de Montbard, l'intrigue sentimentale est vraiment d'importance et elle va se doubler d'une inspiration rousseauiste revendiquée. Rousseau est mentionné, cité à plusieurs reprises dans le texte. Et d'ailleurs, les lettres sont plus souvent mises sous le patronage de la Nouvelle Héloïse que des lettres persanes. Avant de commencer à vous parler du regard étranger, ici du regard féminin, j'aimerais tout de même vous présenter un peu l'intrigue de ce roman, vous faisant faire le résumé. Donc, nous avons 2 Tahitiens, Zéhir, un homme, et Zulika, sa compagne, qui en réalité, donc, ce sont les 2 héros, même si Zulika a un rôle un peu plus important, en tout cas d'un point de vue moral.
Donc Zéhir est le premier à partir, à rejoindre la France. Lui, il part volontairement. Zilia, elle rejoint la France que dans un second temps, au milieu du roman, et pas volontairement, puisqu'elle est enlevée par le capitaine anglais, qui d'abord va la ramener en Angleterre, puis elle va s'échapper et rejoindre la France et Zéhir. Mais bon, là je m'avance dans le roman. Donc, au départ, Zéhir est en France et Zulika à Tahiti. Ils vont s'échanger des lettres. Et si Zéhir va commencer à décrire traditionnellement, on va dire, comme dans tous ces romans du regard étranger, la réalité française, Zulika, elle va parler de ce qui se passe à Tahiti. Et non pas tant des mœurs des Tahitiens, mais que de l'impact qu'ont les colons, d'abord français puis anglais, sur Tahiti et le peuple tahitien, le dérèglement des mœurs qu'apporte la présence européenne sur cette île. Zéhir, en France, lui, il va peu à peu découvrir la société française et va être notamment guidé par un personnage d'importance dont je reparlerai dans cette communication, qui s'appelle Saint-Val, qui est un jeune Français qui, contrairement à la plupart des Français rencontrés, va se montrer sage et honnête, une sorte de modèle, d'idéal français. Et Zéhir, qui va, donc je vous l'ai dit, s'intéresser à la société française, aux mœurs, les relater à Zulika, il va également vivre des histoires d'amour, puisqu'on est dans un roman sentimental et sensible. Et il va, au départ, tomber amoureux de la sœur de Saint-Val, qui s'appelle Julie. Mais Julie et Zéhir vont être séparés, puisque tout mariage pour eux est impossible. Alors, précision, ça ne pose aucun problème à Zulika, puisque la société tahitienne est polygame, donc pour elle, peu importe que son amant ait une autre compagne qu'elle. Tant qu'il est toujours amoureux d'elle, elle n'est pas en peine. Donc, si on revient sur le personnage de Zéhir en France, il va être séparé de Julie. Au départ, il va le vivre d'une manière très désespéré. Et puis, peu à peu, il va s'y habituer et il va même devenir le parfait petit maître parisien et enchaîner les relations libertines. Et en parallèle, donc, on est au milieu du roman à peu près, la pauvre Zulika va être kidnappée par le capitaine anglais, ramenée et séquestrée en Angleterre. Heureusement, elle va réussir à s'échapper et à rejoindre la France. Bon, là, il y a tout un tas d'intrigues qui se mêlent. Elle va être récupérée par une des amantes de Zéhir, qui va faire du chantage sur Zéhir. Bon, vous voyez. Heureusement, à la fin, tout est bien qui finit bien pour les deux amants, puisqu'ils vont se retrouver, s'épouser et vivre heureux dans les domaines provençaux de Saint-Val, dans le sud de la France, avec Saint-Val, Julie, Zéhir et Zulika. Tout est bien qui finit bien à la fin. Voilà pour le résumé des lettres tahitiennes. Maintenant, mon idée, c'est de vous montrer, de mettre un petit peu de côté peut-être la veine sentimentale et sensible, et de davantage s'intéresser à la dimension critique du roman, et notamment du regard de Zulika. Et il se trouve que ce regard de Zulika, en tout cas au sein des romans du regard étranger, il a une singularité, que peut-être vous devinez déjà par rapport à ce que je vous ai dit, c'est qu'il ne va pas simplement donc s'attacher à la nation étrangère qu'il découvre, la France, et présenter en regard sa terre, Tahiti, comme un modèle exemplaire. Il rapporte également le comportement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la nation étrangère dans l'île du Pacifique. Et donc l'enjeu du regard étranger, du regard de Zulika, plus que du regard de Zéhir qui finalement est très vite assimilé à la société française, donc le regard de Zulika, il est double. Il s'intéresse à la société française et il s'intéresse à la réalité coloniale à Tahiti. Ce qui d'ailleurs, on peut faire un lien ici avec le roman de Graffini qui, au moins sur les premières lettres, s'intéresse tout de même aux violences, décrit les violences qui se passent au royaume Inca. Pour revenir sur notre roman, je vais commencer par vous parler de cette réalité coloniale qui est décrite dans ce roman-là. Cette réalité coloniale représentée dans les lettres tahitiennes a été très bien étudiée par Julia Dawes-Waite dans son livre Femme exotique, Exotic Woman. Et là, il s'agit de vous présenter ces arguments. Donc, les premières lettres de Zulika, elles sont rédigées à Tahiti et elles sont adressées à Zéhir. Toutes les lettres de Zulika sont adressées à Zéhir, qui est lui déjà arrivé en France. Et peut-être contrairement à ce qu'on s'attendrait, elle ne va pas parler de son quotidien. Elle va
parler de ses sentiments. Ça, voilà, on est dans le roman sentimental, sensible. Donc on a, comme dans le roman de Graffigny, là, on a des longues plaintes. Mais elle va aussi parler et critiquer de manière très vive les actions des Français et puis des Anglais à Tahiti. Très rapidement, le terme barbare est employé pour désigner les Européens, dès la lettre 10. Mais le ton est dépréciatif depuis la première lettre. Il n'y a pas de place à l'hésitation. Dans le regard et les écrits de Zulika, c'est tout de suite une condamnation des Français, contrairement au point de vue de Zéhir. La jeune fille donc, y souligne le dérèglement social qu'entraîne la présence des Français et déplore l'appropriation contrainte du corps des femmes par les étrangers. Cette dénonciation de la situation des Tahitiennes, d'autant plus remarquable que ces femmes étaient considérées comme toujours désireuses de tels rapports par les Européens depuis les récits de Commerson et de Bougainville, c'est vraiment le point focal de la critique coloniale faite par Zulika. Oui, et dans les lettres, et donc les lettres où ce point est le plus abordé, ce sont les lettres 3 et les lettres 21, où la jeune fille laisse deviner alors, elle dit les violences physiques sur l'ensemble des Tahitiens, mais elle laisse aussi deviner les différents viols que commettent les Français, puis les Anglais. Donc là, je voudrais vous lire un passage. Voilà. Donc c'est dans la lettre 3. « Le croirais-tu, Zéhir, ces Français si doux, ces Français auxquels nos plus belles Tahitiennes se sont empressées d'offrir le bonheur, par la plus noire des ingratitudes, ont maltraité bassement ceux de nos compatriotes auxquels la beauté et la jeunesse donnaient le plus de droit à la concurrence. Nos femmes, épouvantées, ont refusé à la violence ce que l'usage leur prescrit d'accorder à l'amour. Alors, ces fiers et jaloux étrangers, oubliant les droits sacrés de l'humanité, ont osé violer l'asile que nous leur avions accordé. Ils ont souillé de sang ces gazons consacrés au plaisir. Pour la première fois, l'horreur et la consternation se sont répandues dans notre île. Ni la jeunesse, ni la beauté n'ont été respectées. La contrainte règne sur tous les visages, la désolation est au fond de nos cœurs. » Plus tard, Zéhir va répondre à Zulika et va un peu hésiter sur la condamnation qu'il doit ou non porter sur les Français, étonnant, hein, vu la description que lui fait sa compagne, et il va s'inquiéter tout particulièrement du sort des Tahitiennes et du sort de Zulika. Est-ce qu'elle aussi a subi les vices des Français. Et plus loin dans le roman, au moment où elle est kidnappée. Alors, c'est pas exactement qu'elle est kidnappée, c'est qu'elle est vendue par les siens au capitaine anglais, donc pire encore. Et ce qui exemplifie ici le dérèglement des mœurs de Tahiti, causé par les Européens, qui ont tellement changé les mœurs perverti les Tahitiens, que les Tahitiens sont prêts à échanger une des leurs contre une somme d'argent, etc., etc. Donc la pauvre Zulika, elle est vendue, enlevée à ce capitaine anglais qui va se permettre, bien sûr, de la violer. Et là, on est dans quelque chose qui diffère, par exemple, des lettres péruviennes de Graffigny, où la question du viol n'est pas mentionnée. Ici, il est clair que la pauvre Zulika est violée, et d'ailleurs, Zéhir est absolument abominable dans la façon dont il conçoit cet enlèvement de Zulika, puisqu'il suppose qu'elle finira, puisqu'elle est polygame, par prendre du plaisir avec ce capitaine anglais. Voilà. Ici, bien sûr, on entend très bien la voix de la narratrice derrière qui condamne Zéhir et son attitude, on va dire, superficielle, et qui montre la condition des Tahitiennes et plus largement de la femme qui subit, bien sûr, la domination masculine ici. Et je souligne ce passage-là parce que c'est assez rare dans les textes du XVIIIe siècle, tout de même, d'avoir la mention de telles violences, et notamment de viols donc telles violences sur le corps des femmes et de viols, qui sont ici. Alors bien sûr, on n'a pas de description du viol, c'est implicite, on le comprend par détournement, mais c'est tout de même bien présent et donc suffisamment rare pour que j'insiste sur cette question-là et je vous montre ainsi une certaine modernité, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas un côté très subversif de Joséphine de Montbard ici. En tout cas, comme l'indique Julia Dawes-Waite, pour la première fois, dans les textes qui concernent Tahiti, les Tahitiennes sont présentées comme les victimes des Européens et comme des sujets à part entière, qui ont le droit de choisir avec qui elles veulent faire l'amour. L'héroïne insiste donc sur ce refus des Tahitiennes et sur leur désir propre.
L'autrice installe ainsi ces femmes en tant que véritables actrices de leur sexualité et propose une représentation qui va à l'encontre de la traditionnelle image de la tahitienne et de la femme exotique en général, objet disponible au désir de l'européen. Voilà pour la description, la représentation assez crue de la réalité coloniale, en tout cas à Tahiti. Maintenant, j'aimerais passer à la description aussi critique de la société française. Puisque, entre deux récits des horreurs qui se déroulent à Tahiti, Zulika s'intéresse aux Français en France. Donc elle ne les a pas encore vus en France, elle est toujours à Tahiti à ce moment-là, mais elle va poser des questions à Zéhir. Et dans ses longues lettres, Zéhir va y répondre et va donner une idée des singularités françaises. Et ce qui intéresse particulièrement Zulika, c'est les jeux amoureux qui la surprennent et la font réagir. Puisqu'elle est habituée à des amours et une sexualité libre et franche, elle ne comprend pas la nécessité qu'ont les Français de dissimuler leur passion et de restreindre leurs désirs, en tout cas en ce qui concerne l'être aimé. Son incompréhension et surtout sa désapprobation à ce sujet reviennent d'ailleurs à plusieurs reprises, et là particulièrement aux lettres 14 et aux lettres 49. Le regard de Zulika en France se porte en fait presque essentiellement sur des questions de morale, auxquelles répond en contrepoint l'idéal que sont les Tahitiens avant l'arrivée des Français. D'ailleurs, peut-être petite précision ici, juste avant que le roman épistolaire commence vraiment, l'autrice a choisi de présenter Tahiti et les Tahitiens et rapidement leurs mœurs. En tout cas, ce qu'elle pouvait savoir de leurs mœurs à travers les récits de Bougainville et de Commerson. Je reviens à mon sujet, au fait que donc Zulika met en contrepoint les Tahitiens et les Français, et ce qu'elle va particulièrement interroger et remettre en question, c'est bien sûr le modèle marital de l'Ancien Régime. Et c'est ce modèle-là qui va souffrir le plus la comparaison avec les Tahitiens et leur modèle, bien sûr, alors c'est pas un modèle marital puisqu'il n'y a plus de mariage, mais les questions de sexualité et de sentiments. Et à travers Zulika, l'autrice va proposer une nouvelle conception de l'amour et du couple, sur lequel je vais revenir un tout petit peu après. Et il ne faudrait pas s'imaginer qu'on est dans une utopie libertine, pas du tout. On reste dans un roman sentimental, sensible, très inspiré de la nouvelle Héloïse. Et donc je vais vous préciser un peu après, donc on n'est pas du tout dans un modèle libertin, mais on est quand même dans un modèle qui prône davantage de liberté, et notamment qui prône un statut féminin différent de celui qui était le modèle de l'Ancien Régime. Et donc, en dehors de ces sujets de ce sujet de morale, il y a tout de même des sujets sociaux et politiques qui sont, en tout cas politiques, qui sont soulevés et qui révèlent une autrice qui s'intéresse aux idées des Lumières et qui développe une certaine modernité de pensée. Donc pour vous les citer brièvement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus ponctuel et plus dans l'arrière, qui fait plus partie du cadre, on va dire, mais qui est tout de même présent. Donc elle va critiquer le luxe et les excès, l'oisiveté de la cour, notamment incarnée dans le personnage de Madame de Saint-Val, donc la mère de Saint-Val, l'amie de Zéhir. Elle va également critiquer les inégalités sociales, jugées trop importantes, et surtout dans les campagnes. Et elle va aussi s'intéresser, mais comme c'est assez commun au XVIIIe siècle, mais peut-être d'une manière différente puisqu'elle y a vécu, elle va s'intéresser au couvent. Et elle va critiquer longuement l'institution qu'est le couvent. Et donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on avait un regard féminin, le regard de Zulika, qui est un regard critique, qui s'intéresse à la fois à la réalité coloniale, mais également à la réalité sociale, légèrement politique française, qui a un regard donc critique. Mais en contrepoint de ce regard critique, il y a tout de même une proposition de modèle, d'un idéal, qui est fait dans ce roman. Et donc à la fin du roman, je vous ai dit, tout est bien qui finit bien, les amants se retrouvent, se marient, et surtout, ils vont se déplacer, ils vont quitter Paris pour rejoindre la Provence, et dans la Provence, ils vont organiser une sorte de micro-utopie. On peut penser bien sûr à Clarins ici, et cette micro-utopie, elle peut nous donner les grands traits d'un modèle de sociabilité tel que le pense Joséphine de Montbard. Donc ce modèle-là, pour moi, il est présent sur 2 points. D'abord, bien sûr, elle développe une morale, donc une forme de sociabilité particulière, et ensuite, elle va aussi aborder une question davantage politique et économique qui se superpose, qui fait partie donc, de ce modèle, de cette micro-utopique de la Provence.
Alors, elle hésite, hein, on voit à des moments, c'est Provence, et puis à des moments, c'est aussi Languedoc. Les deux régions, en fait, c'est ce sud de la France, cette région méditerranéenne lui plaît beaucoup. Bon, elle est languedocienne, elle d'origine, et donc vraiment, il y a une valorisation de ces deux régions. Et donc, pour commencer, avec cette micro-utopie, on va dire la dimension la sociabilité de cette micro-utopie, je vais notamment me baser sur l'analyse d'Isabelle Tremblay, qui a étudié la sensibilité particulière, l'idéal de sensibilité de Joséphine de Montbard dans les lettres tahitiennes. Et elle montre que au Languedoc, donc dans la propriété de Saint-Val, font loi la sensibilité, la puissance de l'amour vertueux, mais aussi l'acceptation des désirs. L'amour y est représenté comme une source de l'agentivité féminine et amène à repenser le rôle féminin. Un nouveau modèle est ainsi proposé, éloigné des conventions sociales et religieuses qui assujettissent la femme à l'homme et la réduisent à la domesticité du foyer. Montbard, ici on le voit très bien, elle s'appuie sur la pensée de Rousseau et elle le dépasse, notamment sur toutes les questions du rôle féminin. Et donc elle propose un nouveau modèle amoureux où la femme et l'homme sont sur un plan d'égalité, où le désir et la sexualité est permise, tout en restant quand même dans un modèle qui prône la fidélité et l'honnêteté. Zulika, même si elle est tahitienne, est censée être polygame, son seul amour, c'est Zéhir. Et elle n'en conçoit pas d'autre. Donc ici, on a quand même une restriction du modèle tahitien adaptée à la pensée de Joséphine de Montbard, qui est plus, voilà, on va dire, européocentrée. Mais tout de même, renouvellement des rapports dans le couple et des rapports entre les sexes. Et il n'est pas simplement question d'amour dans cette micro-société, et ça aussi on peut penser à Graffini, il est aussi question d'amitié, puisque on va pouvoir vivre en bonne entente avec, on peut dire, l'ex de Zéhir, donc Julie, qui va les rejoindre, mais également avec donc Saint-Val, qui à plusieurs reprises loue les beautés, la sagesse de Zulika, et on pourrait se dire aussi aurait éventuellement un penchant amoureux pour la jeune tahitienne. Mais cela n'est plus abordé dans la fin du roman, et au contraire, on prône les liens du couple et de chacun des membres du couple avec leurs amis, qui vivent bien sûr dans une bonne entente. Isabelle Tremblay écrit à ce propos: « L'utopie ne réside donc pas dans le primitivisme exotique, mais bien dans la société civile régénérée, au sein de laquelle la femme joue un rôle central. » Et ça, je pense que c'est le point le plus important, c'est le rôle de la femme qui change dans cette micro-utopie proposée par Joséphine de Montbard. Mais les terres méridionales ne sont pas le lieu d'une seule utopie sentimentale. Et elles sont également l'incarnation d'un idéal socio-économique de Joséphine de Montbard. Alors, idéal peu développé, mais tout de même présent. Et donc, en contrepoint de la critique sociale posée par le regard de Zéhir et Zulika dans les premières lettres, l'autrice propose également les grandes lignes d'un autre modèle socio-économique qu'elle ne crée pas véritablement, mais qu'elle situe dans un Languedoc idéalisé. Puisqu'en fait, ce modèle socio-économique, il n'apparaît pas à la fin, il n'est pas décrit au moment où Zéhir et Zulika habitent donc les terres méridionales, mais en fait, c'est un modèle qui est décrit au début du roman, quand Zéhir parcourt la Provence et le Languedoc et qu'il voit ce qui se passe dans les campagnes. Et là, il va dire, ces campagnes, cette organisation-là, elle est parfaite. C'est pour ça que je dis que voilà, c'est pas une construction, mais c'est pas non plus la vérité. C'est disons, elle va se servir d'un lieu géographique qu'elle va présenter comme idéal. Et donc, quel est ce modèle ? Il s'agit d'un modèle physiocratique où la valeur provient de l'agriculture et des paysans. L'autrice n'y pense pas à une société égalitaire, mais une société où les inégalités de classe ne sont pas source du malheur des plus pauvres et où la noblesse respecte et guide le travail des paysans. De fait, les inégalités de richesse y sont réduites. De plus, l'autrice met l'accent sur la valeur des habitants de cette région, plus valeureux, plus vertueux, également plus... en tout cas avec un physique très favorable. Et je vais vous lire le passage. Ça va. Ok. Oui, en partie. Alors, la gaieté et la franchise se peignent sur le visage de ces bonnes gens. Leur joie naïve, leur danse rustique me rappellent l'aimable ingénuité de nos bons Tahitiens. Ils ne sont pas tous si heureux ni si gais, et l'on dit que le caractère du français diffère de province à province.
Ce que l'on nomme ainsi est une portion de terre aussi grande que notre île, et l'on en compte 32 dans le royaume, qui toutes dépendent du même maître. Quelle idée un tel État ne donne-t-il pas de la puissance de son Eri? Alors Eri, c'est le nom du roi en langue tahitienne. Chaque province a ses lois particulières et le peuple ses usages. Les habitants des provinces méridionales, c'est-à-dire ceux qui sont le plus près du soleil, sont plus vifs, plus agiles et plus spirituels que le reste de la nation. On les croirait formés d'une partie de la matière qui compose ce grand astre. Leur esprit a la vivacité de son éclat et leur âme sa chaleur. Très, très élogieux, hein, bien sûr. Les étrangers se plaisent dans ce beau climat et viennent y chercher la santé quand ils l'ont perdue. À quelques abus près, je les comparerai aux nôtres. Au travers de plusieurs vices dont j'accuse leur loi, l'on retrouve la franchise et la bonté nationale. Leurs cœurs tendres sont susceptibles des plus vives impressions. On dit qu'ils sont amis chauds et amants passionnés. Mais la légèreté qui fait le fond du caractère français ternit souvent ces heureuses qualités. Aimant leur roi jusqu'à l'enthousiasme, il n'a point dans ses états de plus zélés défenseurs. Mais aussi ne trouve-t-il point de sujet plus fier et même plus rebelle quand il veut toucher aux privilèges qu'ils se sont réservés. Les Earae, donc là c'est le nom des seigneurs tahitiens, moins durs ici ou bien plus bornés dans leurs prérogatives que dans le reste de l'Europe et même à Tahiti, n'ont point avili la moitié de la nation. Dans les temps des récoltes, l'on voit se mêler après les travaux avec les cultivateurs et ne pas dédaigner de partager leur rustique amusement. Bon, après, elle continue à détailler donc, ce juste rapport de force, on va dire, en tout cas ce bon rapport entre les paysans et leurs seigneurs, qu'elle va particulièrement incarner dans Saint-Val. Au contraire, sa mère, donc Madame de Saint-Val, elle, est tout à fait l'opposé, et du coup, les rapports avec les paysans sont très compliqués, et les productions sont bien moins importantes et bien moins riches. Donc, ce qui m'intéressait dans cet extrait, c'était de vous montrer comment elle représente les terres méridionales, que ce soit le Languedoc ou la Provence, et à quel point elle valorise un système qu'on peut rapprocher effectivement d'un système physiocratique. Et aussi, et là je ne l'avais pas dit tout à l'heure, ce que je trouvais intéressant, c'était la comparaison avec Tahiti. Elle fait la comparaison et d'abord elle situe de manière assez similaire l'île et donc les deux régions françaises. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin de l'extrait, elle fait un geste assez fort. Elle va placer au-dessus les régions méridionales de Tahiti, puisqu'elle va expliquer que les seigneurs de ces régions-là sont capables de, comment elle dit déjà, sont moins durs ou bien plus bornés dans leurs prérogatives que dans le reste de l'Europe et même à Tahiti, ils n'ont point avili la moitié de la nation. Et c'est là qu'elle explique que dans le temps des récoltes, ils viennent voir leurs paysans et qu'ils partagent certains travaux. Donc ici, on a vraiment un modèle qui est placé au-dessus du modèle, on va dire, mère initial du récit, qui est ce modèle présent dans le Languedoc et dans la Provence. Voilà pour la présentation d'un modèle qu'on peut trouver tout de même dans ce roman, en regard des différents critiques qui sont soulevées. Et quelle heure est-il ? 39. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les lettres tahitiennes. Et maintenant, j'aimerais vous parler du voyage, intitulé donc Mon voyage, le voyage réel de Joséphine de Montbard. Ce voyage, donc, comme je vous l'ai dit, c'est à l'origine une fuite, puisqu'elle fuit l'autorité familiale et parentale pour pouvoir épouser son parent, Louis de Montbard, qui d'ailleurs est bien plus âgé qu'elle à ce moment-là. Et elle part, donc elle traverse la France, la Belgique, les Pays-Bas, jusqu'à arriver à Berlin. Et elle va se marier avec Louis de Montbard en Belgique. Sauf que le texte de Mon voyage ne va pas présenter les choses, bien évidemment. Je vous rappelle l'ouvrage, le mélange de pièces qu'elle propose, il est quand même adressé à Frédéric II. Donc ce serait peut-être malvenu de présenter son voyage comme une fuite de deux amants. Elle va présenter le voyage comme un voyage marital. Son mari, ou son mari en devenir qu'elle présente directement comme son mari, l'a contrainte à quitter son Languedoc natal pour rejoindre Berlin. Donc des choses assez... elle donne un cadre plus convenu à son départ. Ce récit de voyage, il est relativement court. Il est en prose, mais on y voit aussi de nombreuses séquences versifiées. Et il est présenté sous forme de lettres. Elle fait comme si elle s'adressait à une amie restée en France et à qui elle va raconter son voyage.
Et là, elle va relater donc les différentes étapes de son voyage, en tout cas celles qu'elle estime importantes, intéressantes pour son amie. Elle va y relater les rencontres, plus ou moins fortuites, les plaisirs et les malheurs de la route, qui sont quand même assez nombreux. C'est quand même un sacré périple qu'elle fait en calèche, donc, du Languedoc jusqu'à Berlin. Et en plus de décrire ce qu'elle va voir, ce qu'elle va rencontrer, le voyage semble faire naître chez elle des réflexions morales et politiques, ou en tout cas son récit est l'occasion pour Joséphine de Montbard d'exprimer ses réflexions morales et politiques. Et là, je vais aborder le texte en 2 temps. D'abord, je voudrais vous parler de la voix, de la posture donc de la narratrice, de l'autrice ici, qui est une posture badine et qui a toute son importance, puisque déjà dans une posture badine, on est dans une certaine, potentiellement, on est dans une certaine subversion. Pour ensuite vous préciser un peu plus les différents points critiques qu'elle va soulever lors de son voyage, que cela concerne ou les mœurs ou la politique. Donc, effectivement, le style de l'autrice rappelle le style badin de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Donc, cette esthétique galante, railleuse et divertissante qui s'épanouit non seulement dans les salons, mais aussi dans tout un ensemble de textes de la période. Moi, je pense notamment à ceux de La Fontaine, mais aussi aux textes de Madame de Villedieu, qui utilisent donc tous les deux le registre du badinage pour tenter de contourner les règles des doctes, de trouver un milieu ou un tempérament permettant de traiter sur un mode plaisant les sujets même les plus sérieux et les plus graves. Dans le récit de Montbard, on retrouve donc cette modération du rire d'abord, cette recherche d'un milieu est accompagnée d'un détournement de la convenance, d'abord entre le sujet et le registre du discours, mais aussi entre ce qu'a le droit de dire une femme et ce qu'elle n'a pas le droit de dire. Et c'est amusant, mais l'ouvrage cite dans les premiers vers, le fameux voyage en Provence et en Languedoc de Chapelle et Beauchamp, auquel elle va à la fois s'opposer et se placer dans une certaine filiation. Donc, et ce qui est aussi intéressant, donc, moi je vous dis c'est un style badin, mais il se trouve qu'elle le commente son style. Et elle en parle beaucoup, puisqu'elle en parle à la fois au début de son récit et aussi à la fin. Et elle va notamment commenter sa plume, et elle va par exemple dire « Point de travail, simple langage ». Elle refuse le sérieux des traités, mais également la fine complexité d'un poème. C'est pour ça qu'elle va alterner entre la prose et les vers. Elle souhaite une langue simple, naturelle, et le ton de l'intimité amicale, ce que lui permet la lettre à son ami. Son objectif premier, en tout cas celui qu'elle énonce, c'est de divertir son lecteur, incarné donc dans la destinatrice fictive Lucille. Elle écrit « C'est sous la dictée de mon cœur que j'ai permis à mon esprit d'amuser un moment mon ami. Puissais-je avoir rempli mon but, et puisses-tu, ma Lucille, éprouver quelque plaisir en lisant cet ouvrage ?» Quoique Joséphine de Montbard prenne également une posture de grande humilité à plusieurs reprises, le lecteur ne peut que noter un certain talent pour l'écriture et notamment pour les traits d'esprit, où le rire porte non seulement sur les événements, mais également sur l'autrice elle-même, assez douée pour l'autodérision. Par exemple, alors il y a plein d'épisodes assez comiques, je vais vous en citer notamment un, au début du voyage. La voyageuse, c'est sa première étape, elle va loger chez une amie le temps d'un soir, et elle va s'amuser de cette amie, puisqu'à son arrivée, cette amie pleure la mort d'une poule. Et qu'elle pleure tellement la mort de cette poule que, en tout cas selon les mots de Joséphine, elle va lui composer une oraison funèbre. La scène est vraiment cocasse, et elle va mêler pathétique et une ironie assez mordante. Et elle se clôture par une épitaphe de la gallinacée, écrite par d'autres voyageuses. La voici. « Si j'ai une poule chérie, morte à l'aurore de sa vie, passant qui pleurait sur sa mort, craignez pour vous le même sort. » Néanmoins, le choix d'un style badin n'est pas un choix purement lié au divertissement. Le style badin, comme je vous disais tout à l'heure, et plus largement la posture badine, peut être une stratégie d'émancipation. D'autant plus ici qu'il permet à la fois de mettre en valeur l'héroïne, ses traits d'esprit, et de désamorcer certains propos subversifs. Comme Villedieu l'avait magistralement montré, le badinage n'est pas un effacement, mais un mode d'intervention féminin compatible avec les contraintes sociales. Le rire dans notre texte met donc en valeur la voyageuse, sa pertinence, voire son impertinence, et ses bons mots. Mais la voyageuse sait également se présenter d'une manière épique. En tout cas,
Elle mêle toujours humour, mais on y voit aussi de l'épique et une véritable valorisation, et on peut même aller jusqu'à parler d'une héroïsation de la voyageuse. Simon Barr ne passe pas sous silence les tracas du voyage, les mauvaises nuits, les mauvais chemins, ses peurs et même ses maladies. Elle sait choisir également les anecdotes qui mettent en avant son courage. Et l'une est particulièrement saisissante. Je vous la lis avant de vous la commenter. Le postillon dételle un des chevaux, parce que la calèche s'est enlisée, et va à Roye au grand galop. Un de ceux qu'il nous laisse, l'animal le plus fougueux que j'ai vu de ma vie, se sentant en liberté, fait des efforts vigoureux pour enlever la voiture, l'ébranle, la laisse retomber, et l'eût sans doute fracassé si mon mari, n'ayant saisi les rênes, ne l'en eût empêché. Je me figure alors ce cheval prenant le mors, notre chaise en éclats, mon époux en risque d'être blessé. Je descends précipitamment de la voiture, où il m'avait forcé de remonter à cause du froid et du vent excessif qu'il faisait. Je cours aux chevaux, mon mari me conjure de me retirer. Il me représente ma faiblesse, je m'obstine à partager le danger. Il presse, il sollicite, je cède enfin. Mais je jure que je ne remonterai pas, et que du moins je le défendrai. Je me saisis de ses pistolets, et j'attends dans cette posture que quelqu'un vienne m'attaquer. Mes discours et mon attitude auraient sûrement fait rire quelqu'un de moins intéressé que nous à l'histoire. Cependant, la nuit approchait, et nous ne voyions encore venir personne à notre aide. Notre parti était pris de la passer là, n'imaginant pas même comment l'on pourrait transporter à la ville, nous, notre voiture et nos effets. J'étais debout, tenant mes 2 pistolets croisés sur ma poitrine, les yeux fixés sur le chemin de Roye, et l'oreille attentive au moindre bruit, à peu près dans la même posture que Don Quichotte, prêt à guerroyer avec les moulins à vent. Vous voyez ici qu'il y a 2 choses qui se mêlent. Un côté, une héroïsation forte, avec cette posture de femme défensive qui prend les pistolets, mais tout de même cette posture badine, forte, capable d'autodérision, qui tourne légèrement en ridicule cette femme qui se saisit de pistolets, ou même qui veut s'approcher de chevaux qu'elle ne sait pas maîtriser, qui veut se saisir de pistolets qu'elle ne sait pas manier. Donc voilà, vous avez ces deux registres très présents ici, mais qui vont ensemble. Il y a l'héroïsation, mais bon, tout de même, on reste dans une posture badine et on va faire rire avant de provoquer de la terreur ou un sentiment de puissance quant à la figure féminine. Mais il se trouve que, moi je trouve tout de même que la voyageuse renverse ici le cliché de la femme fragile, tout en s'appropriant un imaginaire romanesque masculin. Elle évoque donc la femme forte, éventuellement travestie des grands romans du XVIIe siècle, et cette scène illustre le courage de la jeune fille qui vient aux côtés de son mari, et vaut comme prise de place symbolique. Quoique bien sûr amené avec humour, il s'agit d'un geste puissant d'auto-héroïsation et plus largement d'héroïsation de la femme. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée du ton, de la posture que j'ai appelée badine de notre voyageuse héroïne. Et en plus de cela, j'aimerais, et ce sera mon dernier point, traiter les préoccupations politiques et sociales de la jeune Joséphine qui transparaissent dans ce texte. Encore une fois, c'est assez léger, ce sont des points, mais c'est tout de même présent. Et à certains moments, en plus, commenté. On a un discours méta qui vient enrichir le texte et les points de critique, et notamment nous amène à interroger la condition et le rôle féminin. D'ailleurs, plusieurs des points politiques et sociaux soulevés ici seront développés dans les lettres d'une Tahitienne. Donc le récit de voyage ici ne constitue pas seulement un déplacement géographique, il est aussi un déplacement discursif. Il permet à une jeune femme de parler morale et politique sous couvert de la description géographique. La critique de la condition féminine est bien sûr au cœur de la pensée de Montbard. Marquée par le couvent, la dépendance et les stéréotypes misogynes qui restreignent ses ambitions littéraires, la jeune fille n'hésite pas, non sans une ironie mordante, à faire part de ses réflexions à son amie fictive. Elle condamne notamment le couvent et le manque d'éducation des jeunes filles, coupées du monde et victimes de différentes violences. Puisque, pour vous le rappeler, mais juste avant sa fuite, elle était encore au couvent. Elle quitte vraiment le couvent pour fuir avec son futur mari. Et les questions du couvent et de la critique du couvent, elles sont vraiment très présentes au début du récit du voyage, au moment même où elle le quitte en fait. De plus, elle tourne en dérision la dite incapacité des femmes à penser avec intelligence, à pouvoir parler de morale et de philosophie,
à réussir à écrire avec force et succès, et met ainsi à nu le mécanisme de l'infériorisation féminine. C'est les fameux parties de discours un peu métapoétiques. Et donc là, je vais vous lire un extrait. « Ne trouves-tu pas tout à fait plaisant de voir une jeune femme entretenir une amie de 18 ans de matière aussi grave? Comme la tête des femmes se monte facilement. Avec quelle rapidité nos idées se succèdent. Que de folies s'y entassent les unes sur les autres. Notre style est bien plus prolixe que celui des hommes. C'est leur faute. Pourquoi, par une éducation semblable à la leur, ne rédigent-ils pas nos idées? Cela nous donnerait un tour de pensée plus solide. Mais aussi, si nous allions devenir pédantes, la vilaine chose, n'apprenons plutôt jamais rien. D'ailleurs, tu sais que notre premier devoir est d'être aimable. Tout le reste est arbitraire. » L'ironie ici repose sur un faux consentement au discours dominant. Montbard retourne l'argument de la pédanterie contre ceux qui refusent l'instruction des femmes et le, entre guillemets, devoir d'être aimable, qui est ici bien sûr cité pour être discrédité. Montbard questionne donc la morale. Si certaines critiques englobent donc la condition féminine, d'autres critiques sont plus larges. Elles critiquent par exemple le luxe, la coquetterie, l'avarice, qui s'inscrivent ici dans un horizon moral partagé au XVIIIe siècle. Leur articulation a une défense d'une liberté décente, je cite les propos de Joséphine de Montbard, des plaisirs annoncent une pensée plus singulière, puisque ici, en fait, si je m'explique un peu mieux, elle va donc critiquer certains points de morale, luxe, coquetterie, avarice. Mais elle va aussi souligner des éléments de morale qui lui plaisent, qui lui parlent, et notamment lors d'un passage en Flandre, où elle va rencontrer, elle va assister au moment d'une étape à un mariage en Flandre, un mariage paysan, et elle va louer cette fameuse liberté décente, ces rapports plus fluides entre les deux sexes qu'elle voit, ou en tout cas croit voir, lors de cette cérémonie. Et ici déjà, elle prône en effet un équilibre entre la vertu et le plaisir, une sorte de liberté naïve et sage. Alors, on reste toujours dans le domaine vertueux, on n'est pas du côté du libertinage, qui s'incarne chez les paysans de Flandre. Cette forme de morale naturaliste trouvera sa pleine incarnation, on en a parlé, dans sa tahitienne Zulika. Et là, je vais vous lire, ce sera le dernier extrait que je vous lirai, cette fameuse description de cette cérémonie en Flandre. Et toujours là, on va retrouver à la fois la valorisation du corps paysan, vraiment du physique paysan, et également de la liberté, en tout cas, qu'elles pensent qu'ils ont. Le sang y est beau. C'est le seul endroit où j'ai vu des paysannes réellement jolies. Elles ont ce qu'on peut appeler des teintes de lys et de rose. Mais elles sont plutôt belles que jolies. Point de finesse, point de grâce. Elles ont toute la fraîcheur de la santé. En un mot, des figures de plaisir. Aussi, dit-on qu'elles l'aiment. Et en tout cas, elles sont bien propres à en donner. Pour moi, je les ai vues avec extase. Le beau, le magnifique pays, quelle brillante jeunesse. J'ai assisté à une de leurs fêtes, dans la Flandre impériale. Je n'ai jamais eu plus de plaisir. Un dernier point qui est cette fois le point, parce que là on a vraiment parlé des questions de morale, et donc il y a tout de même des éléments un peu politiques. Et moi, celui sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est le point qui arrive à la toute fin donc, du récit, qui est le portrait élogieux de Frédéric II. Donc elle fait vraiment à la fin, au moment où elle clôture son texte. Alors bien sûr, ça relève du geste convenu d'une jeune autrice qui arrive dans un pays étranger et qui veut se placer sous le patronage de son prince, mais ça évoque également un idéal politique qu'on retrouve dans ses ouvrages postérieurs. Et elle fait ainsi l'éloge d'un monarque, mécène des arts, favorisant le commerce, au gouvernement efficace et juste, qui refuse l'oisiveté et la richesse inutile. Et donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans cette fameuse utopie méditerranéenne de la fin des lettres d'une Tahitienne. Et donc, pour conclure, le voyage, imaginaire ou réel, constitue pour la jeune Joséphine de Montbard un espace d'émancipation intellectuelle. Loin d'être un simple divertissement, il devient le lieu d'une élaboration politique et morale. Elle critique l'éducation des filles, elle dénonce ironiquement les stéréotypes misogynes, elle réfléchit sur l'équilibre entre vertu et plaisir et esquisse un modèle monarchique éclairé. Ce qui n'est encore qu'intuition dans le récit de son voyage trouvera sa pleine réalisation fictionnelle dans le voyage de Zulika. Merci beaucoup.